Johan, tu te bats le 29 mai prochain. Oui. Donc, très occupé. T'as mis quelque chose sur les réseaux sociaux cette semaine. Là, tu vas-tu dans le bois pour vrai ou c'était juste comme une métaphore? Non, c'est vrai. Non, Ah ouais, c'est vrai. Dans le fond, moi, mon grand-père a une érablière. Puis c'est une très grosse terre. Puis mes parents se sont achetés comme une roulotte qu'on a comme toute rénovée. C'est vraiment un havre de paix. Là. On est vraiment bien dans le bois. Puis j'ai décidé d'aller là pour essayer de faire le vide un petit peu. Je trouve qu'en ce moment, j'en ai beaucoup dans les bras avec les écoles, avec le gym, tous les contrats qu'on a, le podcast et tout. Fait que j'ai essayé de faire... Décharger un petit peu? Oui, exactement. D'essayer de les distractions le plus possible, les mettre de côté pour avoir le focus parce que le combat vient assez rapidement. Mais à date, ça va comme je veux, fait que je suis content. Mais là, OK, juste merci de rester au moins pour le podcast. Gardez ça. Ça me fait plaisir, sur ton horaire. Ça, c'est important parce pour que moi. là, je t'ai écrit cette semaine, j'ai dit, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Là. Non, OK, ça, je reste, c'est bon. Mais là, ta fille, puis ta blonde, ils sont là aussi? Ou tu y vas juste une fois de temps en temps? Et tout ça? J'y vais une fois de temps en temps. Je reviens pour aider un petit peu à la maison, surtout. Mais c'est plus pour avoir des bonnes nuits de sommeil. C'est vraiment ça. C'est le plus gros game changer. Ma fille, des fois, elle a de la difficulté à dormir. Fait que, tu sais, le sommeil pour un combattant, c'est super important, spécialement pour la récupération. Fait que c'est surtout dans cette optique-là. Puis d'aller chercher un petit peu de ressourcement dans la nature. Tu vas en devoir une grosse à Jade en effet. Après ton combat. Comme à chaque camp d'entraînement, je lui en dois une grosse. On la salue d'ailleurs. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Et oui, on ne serait rien sans nos douces moitiés, ça, c'est sûr et certain. Bienvenue à tous, donc, belle émission aujourd'hui. On revient bien sûr sur l'UFC 328. Ça en est passé pas mal de choses. Johan, aux premières loges, à la description, à l'analyse, en fait. Description avec Jean-Paul, Valérie également qui était là. Ça a bien été? Content? Ça a bien été, oui. Très content, très content. Pour une première expérience, ça a bien été. Comme je dis aux gens, je me sentais un peu comme avant un combat, honnêtement. J'avais de l'excitation, j'avais une certaine nervosité, mais il n'y avait pas l'aspect je vais-tu sortir d'ici en civière ou non. Donc, ça l'adoucissait les choses pas mal. Il se met beaucoup de pression sur les épaules, mais un professionnalisme extrême. J'ai pris des notes, là. Oui, merci, Ben. Je te fais mon compte rendu. Je t'avais demandé de prendre des notes pour m'aider, fait que je l'apprécie. Exact. Donc, on revient là-dessus. Grosse carte. Victoire de Sean Strickland à la surprise de plusieurs, donc. On revient là-dessus. On met la table sur l'UFC de cette fin de semaine. En fait, Arnold Allen, combattant du Tristar, contre Melquizael Costa. C'est en finale à l'Apex. Et dans les actualités, en fait, à la fin de l'émission, comme d'habitude, on va mettre la table et analyser un petit peu ce qui va se passer du côté de MVP quand même. Il ne faut pas oublier ça, là. On peut pas le négliger. Fait beaucoup jaser, oui. Gina Carano contre Ronda Rousey, entre autres. Retour de Francis Ngannou, Nate Diaz sur la carte aussi. Donc, c'est ce samedi également sur Netflix. Et également Samouraï qui a annoncé sa finale aujourd'hui. On connaît maintenant l'adversaire de Michael Dufort. Donc, on revient à la fin de l'émission dans les actualités. Mais tout d'abord, bien sûr, cette victoire de Sean Strickland contre Khamzat Chimaev. Il retrouve cette ceinture de champion des poids moyens. Sean Strickland, il était le négligé, clairement. Après, il y avait une aura d'invincibilité autour de Khamzat Chimaev. Est-ce que tu penses que Khamzat Chimaev a perdu le combat, notamment sur la balance, ou avec une coupe de poids un peu trop dure, ce qui fait qu'il n'était pas au sommet de son art peut-être le samedi soir dans la cage, ou tu donnes 100% de crédit également à Sean Strickland qui a un peu neutralisé aussi les forces de Chimaev. Comment tu analyses le résultat? C'est vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Oui, la coupe de poids. Certains parlent même de l'entraînement de Khamzat Chimaev, de comment il s'est entraîné. On a vu beaucoup de vidéos de lui qui s'entraînait extrêmement fort. Des fois, trop s'entraîner, c'est pas mieux non plus. On peut rapidement manquer de récupération, spécialement lorsqu'il faut couper du poids. C'est là que ça peut devenir difficile. Moi, ce que j'ai senti, c'est que j'ai senti une baisse de régime drastique après le premier round. On a senti que Khamzat était vraiment dangereux au premier round. Par la suite, il y a eu, je sais pas si vous avez regardé, ceux qui ont regardé le combat, il y a eu une tentative d'amener au sol de la part de Khamzat Chimaev, défendue par Sean Strickland. Et là, en bon jiu-jitsu brésilien, on appelle ça un pull guard. Khamzat s'est lancé sur le dos. Tu sais, c'est comme laisser tomber sur le dos. Et là, on n'avait jamais vu Khamzat Chimaev faire ça. Et là, Strickland a réussi à placer une belle main droite. Et là, on a senti que le combat venait complètement de chavirer. Chose certaine, il faut donner le crédit à Sean Strickland, qui lui était très bien préparé, qui était dans l'eau chaude
tout au long du premier round, a réussi à survivre et a vraiment réussi à gagner le combat parce que Sean Strickland a gagné ce combat-là. Là. Tu parles de donner le crédit. Moi, je te donne le crédit à toi parce que dans l'épisode de la semaine passée, t'avais dit Strickland est imposant. Oui. Il n'y a rien à envier au niveau physique à Chimaev. Et je pense que on l'a bien vu. Extrêmement dur à garder au sol, surtout après le premier round. Et tu avais aussi dit, la stratégie, c'est de faire durer le combat. Oui. On s'attend à une baisse de régime de Khamzat Chimaev, plus le combat va avancer, alors que Strickland a du cardio jusqu'à demain matin. C'est exactement ça ce qui est arrivé aussi. Donc, chapeau à toi. Et Strickland, c'est un peu ça aussi. C'est un combattant. Tu sais, pour un gars qui est aussi tranché dans ses opinions et aussi qui peut aller tellement loin dans certaines déclarations, tu t'attends à un gars qui va être un peu reckless, pardonnez-moi l'anglicisme, un peu échevelé dans un peu kamikaze, même parfois dans un combat, mais c'est un combattant très cérébral. Et lui, il cherche pas toujours les coups de circuit. Il va frustrer ses adversaires. Il va les faire sortir de leur plan de match. Puis lui, il va toujours garder son style du début à la fin. Un style très hermétique également. Donc, ce qu'il est en tant que personne ne reflète pas ce qu'il est en tant que combattant. Et c'est tout à son avantage, en fait. C'est tout à son avantage. Et en plus de ça, son style en tant que combattant, c'est un cauchemar. Parce qu'il met constamment de la pression. Là, comme contre Khamzat Chimaev, a réussi à être un petit peu plus à reculons. Par contre, il lance jamais rien de trop large, il lance jamais rien de trop puissant. Tous ses coups semblent aller un petit peu à la même vélocité, à la même impact, ne se laisse jamais emporter par ses émotions, réussit toujours à garder le combat de la façon dont il veut que ça se déroule. Fait que vraiment, là, Sean Strickland nous a montré écoute, si on regarde le pedigree de tous les adversaires qu'il a battus, c'est impressionnant. Là. Si on peut passer par Adesanya, Duplessis, comme il a vraiment fait un tour de table assez impressionnant. Et dans tous ces combattants-là, on pensait jamais donner une chance à Sean Strickland. Donc, un style assez questionnable, mais son style fonctionne à merveille et a fait beaucoup de dommages et est rendu le nouveau champion des 185 livres. Là. Un style frustrant, je pense, pour ses adversaires. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ses excuses après le combat? Bon, bien sûr, la semaine passée, on faisait grand état de la sécurité renforcée, des menaces de mort, même. On était allé très, très loin dans les insultes. Autant Khamzat et peut-être plus Strickland, c'est lui qui a parlé d'armes à feu et tout ça. Beaucoup de respect entre les deux après. Et les excuses tout de suite au micro de Joe Rogan, de Sean Strickland, de dire « Écoutez, je suis allé trop loin, c'était vraiment surtout pour faire la promotion du combat, et là, je m'excuse aux musulmans, aux Tchétchènes, je veux être un meilleur modèle pour la suite et tout ça. » Bon. Et là, il faut tracer. La ligne, elle est où? Est-ce que c'était juste du théâtre ou il y avait une animosité qui était réelle? Et est-ce que ces excuses-là rachètent ce qui a été dit? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ce que je trouve quand même beau, c'est qu'on sent qu'il y a une évolution du côté de Sean Strickland. C'est plus le Sean Strickland qui avait, excusez l'expression, là, une tête de cochon puis qui était prêt à jamais s'excuser. Là, on le sent qu'il y a de l'avancement. On sent qu'il fait peut-être de l'introspection envers lui-même pour savoir un peu plus comment il peut s'améliorer peut-être en tant qu'humain, en tant que personne. Parce que oui, c'est sûr qu'on veut mousser le spectacle, on veut mettre de l'animosité, on veut vendre des billets de cette façon-là. Mais moi, où ce que j'ai vu que ça, c'était vraiment pour vendre des billets, c'est au début du combat. Quand ils se sont donné le point, puis que les deux se sont regardés en riant, c'est là qu'on a compris que il y a plus de respect qu'on pensait en arrière de ces deux-là, en arrière de cette histoire-là. Et tout ça vient du fait que les deux se sont déjà entraînés ensemble énormément. Oui, il y a peut-être eu des petites chicanes, des querelles, puis par contre, les deux ont donné leur 100% dans la cage et on a vu que le respect s'est regagné entre les deux. Là, du côté de Khamzat Chimaev, on dit qu'on veut rien d'autre qu'une revanche contre Strickland. Par contre, du côté de Strickland, ça ne devrait pas être intéressant pour lui. Pas tout de suite, en tout cas, selon moi. Et il a des blessures à guérir. Et il a aussi nommé Nassourdine Imavov, qui est le Français, qui... Ça fait longtemps, lui, qu'il est aspirant numéro 1 et qu'on... Mais je trouve que Sean Strickland évolue quand même bien. Je trouve que c'est ce que je vais dire par là, c'est que je trouve que c'est un personnage qui était très controversé, très difficile, très dur à aimer. Tu l'aimais une journée, t'allais l'haïr pendant 2 semaines après parce qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Là, on sent qu'il envoie un message, qu'il réalise que, garde, juste une petite parenthèse vite, il a vu un père de deux petites filles qui est venu le voir, puis que ça a l'air que le père l'a mis sur un piédestal. Hey, c'est toi, Sean Strickland, puis tout, puis lui, il a dit, hey man,
mets-moi pas sur un piédestal. Il dit, t'as un job bien plus dur que moi. T'élèves 2 petites filles, comme, à être beaucoup plus fier que ce que moi j'ai réalisé dans la vie. Fait que, entendre Sean Strickland dire ça, pour moi, ça me fait sentir qu'il y a de l'évolution qui se fait à l'intérieur de lui, puis je trouve ça intéressant. Je te rejoins 100%. Je l'ai presque trouvé attendrissant. Bon. Par moment. Puis on sait que Sean Strickland, c'est pas ton préféré. C'est loin d'être mon préféré. Puis il a fallu que je me suis ramené assez vite, là. Parce qu'il faut pas non plus être dupe. Tous les commentaires qu'il a fait envers la communauté gay, envers les femmes, envers... ça se rachète pas en s'excusant. Mais ce qu'il a dit, c'est... J'essaie d'être une meilleure personne. Et on m'a dit toute ma vie que j'étais carrément une merde, que j'étais une très mauvaise personne. Apparemment qu'il y a des profs qui lui ont... Tu sais, on le sait, son père battait sa femme, le battait lui. Ça a été une enfance très difficile. Apparemment qu'il y a des profs qui lui ont dit quand il était tout jeune, les prisons, ça a été inventé pour des gars comme toi. C'est là que tu vas te retrouver, c'est sûr. Wow. Il dit, c'est dur de pas penser, de pas croire que t'es une mauvaise personne et de pas l'être quand tu t'es fait dire toute ta vie que t'étais carrément une merde. Puis là, je pense que là, il est en couple, il y a une femme avec lui qui l'aime, qui le supporte, t'es commencé à avoir une famille et tout ça. Puis je pense que ça le change un petit peu. Je le rejoins. C'est vrai que ça doit être difficile après toutes les épreuves qu'il a vécues. Mais ça va en prendre encore un peu plus que ça pour que j'achète 100% ce qu'il nous dit. Mais j'achète sa victoire. Il a été très, très bon. Ceci dit, on n'enlève rien à son titre. D'après moi, la bonne décision a été rendue aussi. C'était une décision partagée. Ouais. Certains disent qu'ils sont pas d'accord, mais de mon côté, je suis assez d'accord. Ben, tu vas m'instruire. Est-ce que Imavov puis Strickland se sont déjà affrontés? Imavov et Strickland, non. Ne se sont jamais affrontés, exactement. C'est un combat très intéressant entre les deux. Là. Oh oui, exact. Un combat très intéressant. Et Imavov le mérite. Imavov le mérite complètement. C'est le prochain dans la liste, selon moi. Là. Ben, je pense aussi. Là. Bon. Mais c'est ce qu'on va vouloir faire une revanche. Une revanche, Chimaev Strickland demeure probablement plus vendeuse que Imavov, le pauvre Imavov. À suivre. OK, Joshua Van, Tatsuro Taira, quel combat? Ça a été quoi le combat de la soirée, je pense? Oh mon Dieu, c'était exceptionnel comme combat. Victoire de Van qui a défendu sa ceinture avec un KO technique au 5e round. KO... parle-moi de l'arrêt de l'arbitre. Ah non. Tu es d'accord? Ah non, complètement d'accord avec l'arrêt de l'arbitre. Pourquoi? Parce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat avant ça. Genre au deuxième ou troisième round, là, honnêtement. Là, puis je pense que l'arbitre s'est simplement dit, OK, je vais me reprendre. J'aurais dû l'arrêter tantôt. Je vais arrêter le combat là. Je pense que Taira avait sorti tous les lapins de son chapeau qu'il pouvait donner à Van. Van a réussi à continuer à avancer. Écoute, les coups que Van lançait à Taira, là, une chose qu'on peut pas enlever à Taira, c'est sa résilience puis son menton. Écoutez, il a mangé... Il y a eu des coups là que je pense 85% des gens auraient tombé. Lui, restait debout, continuait d'avancer, essayait des choses. C'est vraiment un combat extrêmement spectaculaire qu'on a eu là. En même temps, le gros premier round de Taira. Énorme premier round, ouais. 2 et 3, tout à l'avantage de Van. C'est là qu'il a trouvé ses mains, il a réussi à défendre et il a touché solidement. Et là, le combat aurait peut-être dû être arrêté ou pu être arrêté. Mais Taira est revenu au 4e. Ouais. Donc là, tu te dis, c'est une bonne décision de l'arbitre de laisser aller. Finalement... Mais l'arbitre est là pour protéger les combattants aussi. Tu sais, Taira, c'est encore un jeune combattant, classé numéro 3, très jeune dans sa carrière. Probablement que si on se rendait à la limite, en tout cas, probablement que si on se rendait à la limite, le résultat aurait été une victoire de Van. T'sais, de la façon dont le 5e round se déroulait aussi. Là. C'était peut-être 2-2 dans les rounds. Le 5e round décisif, Van avait l'ascendant dans le 5e. Mais au niveau des coups significatifs et du dommage, c'était en faveur de Van. Ce que je veux dire, c'est que Taira avait subi énormément de dommages. Donc, 131 coups significatifs sur 209 qui ont touché la cible pour Joshua Van, 62% de précision sur ces coups significatifs. C'est énorme, mais seulement 55 pour Taira. Tout ce qu'il envoie, il l'envoie en puissance, Van. Il l'envoie avec beaucoup de puissance. Il y a un combat debout sensationnel. On entendait les coups frappés à travers l'écran, on entendait l'impact des coups, donc vraiment, là, c'est... Puis, je pense que Joshua Van, écoute, vient de nous montrer qu'il est là pour rester, là. Il te convainc qu'il mérite d'être champion. Moi, j'ai toujours cet astérisque-là contre Pantoja, mais j'ai hâte de le revoir contre Pantoja. J'ai hâte de le revoir contre Pantoja, mais je pense vraiment qu'il vient de solidifier
en tout cas, c'est lui le champion présentement. Oui, il va falloir que Pantoja revienne, mais là, pour le moment, là, avec les 2 dernières performances qu'il a fait, là, on peut pas lui enlever. C'est 8 victoires de suite quand même. Là. Effectivement, il faut lui donner un certain crédit. Et je sais pas si tu as vu l'entraînement de Pantoja récemment. Oui. Là. Il travaille ses kicks à la tête, et par la suite, il fait une roulade pour bien sortir. Ses atterrissages pour rouler, pour pas se casser le bras comme il est arrivé la dernière fois. Ouais. Mais je trouve ça intéressant qu'il tourne ça humoristiquement comme ça. Ça montre que peut-être qu'il a réussi à placer ça quelque part dans sa tête. Puis on est passé à autre chose. Là. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. C'est un bon point. Bon, Pantoja, Van, on veut voir ça, c'est certain. Pour Taïra, la suite maintenant. Moi, j'ai noté Royval, peut-être. Toujours pas de combat. Le bon vieux Royval, bon, il y a 2 défaites de suite, mais demeure quand même un gros défi. Ou sinon, le gagnant de Cap contre Horiguchi, ça s'en vient. Ça serait très intéressant parce que c'est un style quand même. Tu sais, Taïra, on a vu qu'il est capable de se battre debout. Clairement, sa spécialité, c'est plus au niveau du sol, je pense. Ouais, la lutte puis de faire du dommage au sol. Exactement. Donc, chose sûre, ça fait du ménage un petit peu. J'ai hâte de voir la suite pour Taïra. Lonnie Kavanagh a juste 25-26 ans aussi, là, l'anglais. Quelle jeune catégorie. Oui, hein? c'est ça. Juste des jeunes combattants. Présentement, avec Pantoja sur la touche. Quoique Horiguchi, 35 ans, super bon. Cap est dans la trentaine aussi, donc très, très bon, mais effectivement... Kavanagh, Van, avec un champion Taïra. de 24 ans, Taïra 26 ans seulement, c'est ça, il y a vraiment des beaux jeunes dans cette division-là. Volkov, Waldo Cortez Acosta, pas le plus grand combat. Ouais. Volkov, méthodique, moi c'est ça que j'ai trouvé. Ouais, c'est ça que méthodique. J'ai noté, Méthodique, il a pas pris de risque. Parce que tu sais, il est tellement grand qu'il fait 6 pieds 9, je pense, à peu près. C'était sûr que Waldo devait rentrer à l'intérieur, placer une grosse main droite ou un coup de puissance. Et Volkov s'est juste assuré de rester à l'extérieur et de ne pas se faire toucher. Puis a touché surtout avec des jabs et des coups en volume plus qu'en puissance. Ouais, là où je me questionne, c'est que Volkov veut un combat de championnat. Avec un combat comme ça contre Acosta, ça n'a pas été une victoire convaincante. Ça a été une victoire, oui, mais pas convaincante. Par la suite, a gagné aussi contre Almeida. Mm-hmm. Encore là, victoire, mais à l'arrache-pied un petit peu. A perdu contre Cyril Gane. Très serré. Très serré. Fait que j'aimerais ça voir un Volkov qui a envie de dominer, d'aller chercher la victoire, de finir son adversaire. Parce qu'on le sait, il est talentueux, Volkov. Parmi les meilleurs dans le monde, spécialement en combat debout. Par contre, on sent pas l'instinct du tueur. Non, je suis entièrement d'accord. Puis, gagne ou perd, dans ses derniers combats, dans les dernières années, c'est toujours serré. Puis tu sors de là avec toujours un goût un peu... un petit point d'interrogation de dire... C'est le même Volkov qu'on a vraiment vu. Gagné? Est-il le calibre? A-t-il ce qu'il faut? Comme tu dis, l'instinct du tueur également. Donc, je suis assez d'accord. Les deux n'ont pas changé. Volkov était déjà 2e, Cortez Acosta 4e. Les deux gardent leur classement, c'est le statu quo. Sean Brady, Joaquin Buckley, chez les mi-moyens. Quelle façon pour Sean Brady de revenir sur le chemin de la victoire, de faire oublier cette contre-performance contre Michael Morales. Ouais. Et c'est le genre de combat qui doit être tellement frustrant pour Buckley. Là. Ouais. Tu sors de là et tu te dis, j'ai même pas eu... Tu dois avoir l'impression de te dire, j'ai même pas pu essayer de me faire justice. Là. Je me suis juste fait amener à l'école par un lutteur sensationnel. Là. Ouais. Puis Sean Brady qui, au début du combat, au début du premier round, Buckley a réussi à défendre les 2-3 premières amenées au sol. Quand même, Sean Brady essayait d'amener au sol, puis Buckley défendait bien. Fait que là, on se disait, oh mon Dieu, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que Buckley a la solution pour pas se faire amener au sol, pour rivaliser contre Brady? Mais on a vu Sean Brady qui est tellement dominant que lorsqu'il se ramasse par-dessus la pression qu'il met, a tout fait pour essayer de terminer le combat, a été très actif, a frappé, a tenté des soumissions, a vraiment essayé de terminer le combat. Mais regarde, oui, très belle victoire pour lui. Son retour contre Morales. Morales qui est un cauchemar pour la catégorie des 170 livres. Là. Je veux dire, on peut pas rien y enlever à Sean Brady. En ce moment, Morales, il est à 220 livres. Là. Se battre à 170 livres, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite pour Morales parce que c'est tout un cauchemar. Est-ce qu'il va y avoir un autre combat ou est-ce qu'il va y avoir le gagnant de Makhachev contre Ian Gary? Est-ce qu'il va y avoir... on attend de voir effectivement à quel moment Makhachev va défendre aussi. Là. Ça ralentit un petit peu la progression de ces gars-là. Bobby Green a battu Stephen Thompson. Ça, c'est rien de rien d'incroyable. Mais je veux te parler de 2 monstres, moi, sur la carte préliminaire. Là. Ateba Gauthier, on le savait.
Et Yaroslav Amosov, moi, je le trouve très, très, très bon. À 170 livres, lui aussi, là, va être un problème. Ateba, qu'est-ce que tu as pensé? En finale des combats préliminaires, on le place bien sur la carte. 5-0 à l'UFC, on continue à le bâtir. Pas un gros adversaire, mais tu sais, c'est plus il va avancer, moins il va être capable de gagner avec un seul coup de poing puis en moins d'une minute. Là. Il doit trouver des façons de toucher ses adversaires. Diaz a essayé de se sauver. Le premier round, il s'est sauvé pas mal. Finalement, quand Gauthier a mis la main dessus, c'était terminé au deuxième. Ouais, Gauthier qui frappe tellement fort, qui a une force de frappe incroyable. 5-0 à l'UFC, déjà son 4e KO. Il nous a montré qu'il a gagné beaucoup de maturité. Top 15 prochainement? Moi, je veux le voir contre... C'est drôle que tu aies mis ces deux noms-là, parce que moi, je veux le voir contre Christian Leroy ou Grégory Rodriguez. Parce qu'honnêtement, c'est deux combattants qui ont un peu la même physionomie, qui sont très costauds, super, très grands, très forts musculaires. Ouais. Exactement. Donc, je pense que ça serait un bon test pour lui pour savoir est-ce qu'il est proche d'un top 15. Puis est-ce qu'il est capable d'encaisser? Est-ce qu'il est capable d'encaisser? Est-ce qu'il est capable de... Exactement, parce que c'est des gars qui peuvent encaisser aussi puis qui peuvent relancer de manière assez puissante. Donc, moi, je pense que ça serait un très bon test. C'est ça, j'avais mis Grégory Rodriguez, Robocop, classé 12e. Christian Leroy Duncan, l'anglais, classé 14e. Donc, si on lui donne quelqu'un dans le top 15, c'est deux noms, moi, qui sautaient. Oui, parce que là, lui a demandé d'affronter Easy, mais honnêtement, je pense pas que c'est une bonne idée, là. On n'est pas à la même endroit. Easy va dire non. Ouais. De 1. Et de 2, je veux dire, c'est pas un bon... Mais c'est un bon géant pour lui, là, affronter Easy. C'est ça. C'est un bon géant, là. C'est juste pas logique, là. Non, exactement. Commençons par lui donner un gars qui est en le bas du top 15 plutôt que lui donner un ancien champion qui est très, très, très respecté, là. Je dis pas que ça va jamais arriver, mais si je suis Adesanya, j'accepte pas ça non plus. Là. Je veux dire, c'est quand même un gars très dangereux. Tu sais, il a mangé des méchants KO, Easy, là, ses dernières sorties. Joe Pyfer, c'était pas chic. Puis l'autre d'avant, c'était Imavov, justement, fait passer le KO. Ça serait beaucoup trop risqué, là. Tu veux pas te placer contre un Théba Gauthier, même si probablement au niveau des aptitudes techniques. C'est ça, et du expérience, QI de combattant, bref. Et rapidement, Amosov. Moi, lui, là. Il a joué avec Joel Alvarez. Moi, je suis fan, là. Moi, je suis fan, là. Amosov, là, j'aimerais ça le voir contre Brady. Sean Brady contre Amosov. Deux combattants qui se ressemblent énormément. Deux combattants qui vont nous donner des feux d'artifice. Amosov qui a été très bon debout, mais très solide au niveau de sa lutte. Spectaculaire aussi. Parce qu'il a l'air tellement fort. T'as vu comment il prenait... Bon, Joel Alvarez, grand combattant, pas très musculaire. Il n'est pas bâti comme un bloc de béton. Là. Un ancien 155 livres aussi. Exact. Quand même. Ah non, il te le prenait dans ses bras comme si c'était une poupée. Là, il a joué avec lui. Puis, tu sais, Joel Alvarez, c'était un très bon combattant là, de très haut niveau aussi. Mais on a senti là, qu'il avait aucune chance contre Amosov. Tu le mentionnais. Même que tu as dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche avec Alvarez. C'est comme s'il voulait... Je sais pas s'il était blessé ou pas à 100% ou il a juste compris rapidement qu'il y avait pas de niveau, là. Il n'y avait pas la force physique pour... On voyait dans ses yeux que lorsque Amosov mettait la pression, Alvarez était à reculons et les yeux étaient grands. Puis on lançait même pas de jab, on lançait rien. On était un petit peu freeze, comme on dit, on était gelé là, sur place. Là. Exact. Donc, à surveiller l'Ukrainien Yaroslav Amosov, ancien champion de Bellator, qui là, est 2-0, 2 victoires faciles à l'UFC, déjà 10e. Puis c'est ça, Sean Brady, entièrement d'accord. Si ça va au sol, ce serait un très très bon duel. Arnold Allen, l'anglais, affronte Melquizael Costa, le brésilien. C'est en finale de l'UFC, de retour à l'Apex. 18h sur les ondes de TVA Sport 2. Carte dans son intégralité. En même temps qu'un match numéro 6, sabre canadien. Oh. Donc, bonne chance pour les codes d'écoute à nos amis Jean-Paul et Pat cette fin de semaine. Je suis désolé, mais moi, je vais regarder le match. Ouais, je sais, Phil. Je vais pas regarder le combat. Tu pourras nous enregistrer. Tu sais, les enregistreurs numériques servent à ça. Donc, on enregistre l'UFC et après, pour célébrer la victoire des Canadiens et l'élimination des sabres en 6 matchs. Exactement. Vous venez regarder Moi, quand j'étais jeune, j'avais une télé chez moi où est-ce qu'on pouvait mettre 2 postes en même temps. Oui. On pouvait mettre le poste principal, puis il y avait un petit écran en bas où est-ce qu'on pouvait mettre. Fait que peut-être qu'on peut essayer d'organiser quelque chose. Ou ta TV sur le hockey, ton iPad sur l'UFC. Il y a plein de configurations possibles. Il y a juste des solutions. Exact, il n'y a pas de problème, juste des solutions. Mais c'est peut-être pas 2 super vedettes, puis même Arnold Allen le disait, il essaye même pas de compétitionner. Lui, il parlait pas avec le Canadien, mais il disait avec la carte de Ronda Rousey, qui va jouer sur Netflix en même temps. Il dit comme l'UFC avait abandonné, il savait qu'on ne pouvait pas compétitionner avec cette carte-là de MVP. Fait qu'ils nous mettent moi et Costa, qui sont pas 2 grandes vedettes, en finale. Mais pour les fans
ceux qui suivent les arts martiaux mixtes, et je vous le dis, là, c'est 2 combattants très, très, très solides. Vous allez avoir droit à tout un spectacle. C'est pas 2 anciens. C'est pas. Ils sans rien enlever à Ronda Rousey et à Gina Carano, mais c'est pas deux gars qui sont pas battus depuis 10 ans. Là. Non. C'est 2 gars qui sont au sommet de leur art et qui se battent pour être parmi l'élite à 145 livres, 2 des meilleurs au monde. Allen est 7e. Melquizael Costa est 12e, mais sur une séquence de 6 victoires. S'il se payait à Allen, ce serait incroyable pour lui. Je ne sais pas s'il est rendu là, on va le savoir. Ça va être un gros test parce que Allen, oui, 1-3 à ses 4 derniers, mais il a perdu contre Max Holloway, Movsar Evloev et Jean Silva. C'est la crème de la crème. Là. La crème de la crème. Et une chose est certaine, Allen, 11-3 à l'UFC, a 10 finishes, donc a terminé 10 de ses victoires à l'UFC, 10 de ses 11 victoires à l'UFC. N'a jamais été terminé. N'a jamais subi la défaite par soumission ou par KO. À chaque fois qu'il perd, c'est par décision. C'est un combattant qui est très durable. C'est un combattant qui est capable d'encaisser. De l'autre côté, Costa qui est 7-2 à l'UFC, 6 victoires de suite, pardon. Aussi bon au sol que debout et très spectaculaire aussi. Honnêtement, n'importe quel fan d'arts martiaux mixtes peut dire que ce combat-là est plus relevé que n'importe quel combat sur la carte d'MVP, là, honnêtement. Là, parce que c'est 2 des meilleurs combattants dans le monde, un classé 7e, un classé 12e. Par contre, Costa qui est classé 12e, qui est sur une ascension incroyable en ce moment. Et de l'autre côté, Allen, classé 7e, mais on peut rien lui enlever, a affronté tous les meilleurs combattants de la catégorie. Donc, c'est un combat super relevé, là, en finale. 2 choses sur Arnold Allen. Les gens le connaissent ici, bien sûr, s'entraîne au Tristar. N'était pas là cette fois-ci, par exemple. Il n'a pas fait son camp au Tristar cette fois-ci. Quand je lui ai parlé cette semaine, je lui ai demandé pourquoi. Il a dit au début, j'ai pas ressenti le besoin d'y aller. J'avais fait mon camp au complet pour Jean Silva à Montréal. Et puis là, c'est un retour quand même rapide. Là. Il s'est battu en janvier. Le revient au mois de mai. Il y avait 3-4 mois entre les deux. Il dit, avec le retour rapide, j'ai préféré rester à la maison. J'ai des bons partenaires d'entraînement quand même en Angleterre également. Et il a fini par dire, il y a aussi une question d'argent parce que on est plus imposé puis ça coûte plus cher à Montréal qu'en Angleterre. Ah ouais, hein? Bon. Donc lui, il y avait une petite question monétaire aussi. On a senti il disait ça en rien un petit peu, mais il y avait de la vérité. Ça lui coûte cher. Mais oui, c'est sûr. Ça lui coûte cher venir à Montréal. Bref. Mais il dit, je suis en contact avec Ferraz. Ferraz sera pas dans son coin, mais il dit, on se parle au téléphone régulièrement. On était en contact virtuel tout ça, pour l'analyse des combats de mon adversaire et tout ça. Donc, bon, voilà pour ça. Et je lui ai demandé, le premier extrait que j'ai sorti pour vous, s'il ressentait la pression. Parce que, comme on vous le disait, 1-3 à ses 4 derniers, veut pas. Il est dans une division relevée et il veut protéger sa place dans le top 10. Yeah, it's on both of us, right? Your job's always on the line. And it's 1-3 in the last few, but I feel more realistically it should be 3-1. So I don't really, I feel I won the last one. I definitely beat Moswa, and that is what it is. Alors voilà, lui, il est convaincu que, il dit, la pression est sur nous deux. De toute façon, à l'UFC, il y a toujours de la pression. Et lui, il pense qu'il a battu Movsar Evloev et Jean Silva. Intéressant. Evloev, je me rappelle un peu moins. Silva. Evloev, je me rappelle très bien parce que si je me trompe pas, c'était à Toronto, puis je me battais sur la même carte, puis j'ai regardé le combat par la suite. Et oui, ça avait été extrêmement serré comme combat. Il y avait même eu un coup de genou qui avait été envoyé de la part de Allen à Evloev. Puis le combat avait été arrêté parce qu'il disait que c'était un coup de genou qui était illégaux, mais le coup de genou était légaux. Donc ça avait mis beaucoup de légal, pardon. Fait que ça avait été un peu controversé. Silva, je me rappelle qu'il avait tellement bien commencé le combat, il bougeait. Le premier round était à l'avantage d'Allen. Oui, 100%. Et il n'a pas réussi à maintenir ce rythme-là, malheureusement, pendant 15 minutes, ce qui fait que Silva a pu placer ses coups dans les rounds 2 et 3. Bref, c'est son opinion. Et même s'il dit qu'il n'y a pas de pression particulière, ça y ferait mal une défaite. Là, une défaite ferait très mal parce que peu importe le spectacle que tu vas donner, peu importe la performance que tu vas offrir, si tu es sur 4 défaites consécutives, malheureusement, le chemin s'en va pas bien. Là. Donc, même s'il affronte les meilleurs dans le monde, faut qu'il trouve une solution pour gagner le combat. Là. Parce que là, c'est un cas typique de jeune en ascension. Tu sais, là, il affrontait des gars qui étaient déjà établis. Ouais. Là, perdre contre des gars qui sont établis, parmi les meilleurs, ça fait moins mal. Mais là, si tu perds contre un gars qui est moins bien classé que toi, un gars en ascension, un espoir, qui n'a pas prouvé qu'il faut gagner à ce niveau-là, là, ça te fait mal. Et c'est un cas typique. L'UFC ça arrive souvent des match-ups comme ça, là, du jeune qui veut monter versus le gars qui est là depuis longtemps parmi l'élite. Donc,
il en est conscient là, de ce type. Qu'est-ce que l'UFC veut faire? On veut voir ce que Costa a dans le ventre. C'est pour ça qu'on les place les deux un contre l'autre. Il le respecte aussi. Là. Je lui ai demandé la plus grande force de Costa. On peut écouter Arnold Allen. Typical matchup, right? I'm excited. He's a good striker. I'm a good striker. Both southpaws, so it's a little awkward. But yeah, very excited. It's going to be fun. It's his kicks. Obviously, he's got fantastic kicks. Every range, up close, up far. Front kicks, side kicks, push kicks, everything. He's fantastic. Il a raison parce que ses deux dernières victoires à Costa contre Morgan Charrière, coup de pied à la tête, terminé, merci, bonsoir. Et contre Danny Gay, je ne sais pas si tu te rappelles, à très courte distance, coup de pied renversé directement au cou, terminé. Talon, Danny Gay n'avait jamais été terminé. Premier à terminer le vétéran Gay. Et s'il devait faire ça aussi, on le disait à Allen qui n'a jamais été terminé. Bref, tu sais, ça va être difficile. C'est un bon combat. Ta prédiction, là? Moi, je vois ce combat-là se terminer par décision, encore une fois. 5 rounds. Du côté de Allen, c'est ce que je souhaite. Qui est un combattant qui est tellement durable. Arnold Allen, je ne pourrais dire autre dénouement que ça. Bon, un compatriote du Tristar également, un coéquipier, donc pas le choix. Do Ho Choi en demi-finale affronte Daniel Santos, un des rares combats de Do Ho Choi. Ils sont promis depuis décembre 2024, donc ça fait 1 an et demi. Là. Ouais. C'est blessé à un genou. On se rappelle qu'il y a eu une pause de 4 ans plutôt en 2019 et 2023. C'est un gars qui a maintenant 35 ans. On se rappelle c'est un babyface, Do Ho Choi, mais je me rappelle de lui contre Charles Jourdain, notamment contre son combat. Dans ses premiers combats à Charles Jourdain à l'UFC. Son deuxième, je pense. Exactement. Et Do Ho Choi qui est au temple de la renommée pour son combat contre Cobb Swanson. Ouais. Il est là depuis longtemps, mais tellement ennuyé par des blessures et toutes sortes de choses. Très bon combattant debout, 13 KO en 16 victoires quand même. Et Santos, lui, 13-2 dans sa carrière, 4 victoires de suite. Lui aussi, ennuyé par des blessures, se bat pas sur une base régulière. Bref, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ce match-up-là. Do Ho Choi, c'est un des favoris quand même de la foule. Toujours content de le voir combattre. Mais Santos, un peu plus jeune et sur 4 victoires de suite. Très dynamique. Santos est très dynamique aussi. Très, très, très explosif. Do Ho Choi, qui est comme un combattant, je trouve qu'il a un peu c'est un style, on appelle ça drunk fighting. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un combattant qu'on sait pas trop ce qu'il va envoyer, ne semble jamais trop en contrôle de ce qu'il fait, mais est jamais battu d'avance. Donc, il peut revenir. Par contre, là où ce que je me questionne, c'est les pauses qu'il a pris dans le dernier temps. Est-ce que ces pauses-là sont bénéfiques pour lui? Je penserais pas. À l'âge qu'il est rendu 35 ans, le timing, la vitesse, l'endurance, tout ça se met un peu plus de côté. Là, t'as quelqu'un de super dynamique qui s'en vient en Santos, qui lui est sur une belle lancée. C'est là que je me questionne. Et Do Ho Choi qui a peut-être plus le menton qu'il avait non plus. Je vois Santos passer le KO à Choi, moi. C'est la Ah oui, hein? Ouais. C'est la demi-finale. Malcolm Wellmaker contre Juan Diaz est sur la carte. Wellmaker, c'est ce jeune combattant américain qui va tenter de rebondir de sa dernière. Il s'est fait surprendre la dernière fois. Là. Ethan Ewing est bon. On l'a vu. Il a confirmé par la suite qu'il était tout un combattant, tout un boxeur. Donc, Wellmaker avait perdu contre Ethan Ewing et là, mais quelle histoire de Wellmaker, hein, qui a décidé d'accrocher ses bottes de travail, de tout investir dans l'UFC suite à ses débuts qui ont été fulgurants. Donc, très belle histoire de Wellmaker. Exactement. 8 finishes en 10 victoires. Donc, va-t-il rebondir? Juan Diaz, c'est un gars qui a eu son contrat à Dana White Contender. Un Péruvien. Il a une bonne fiche, mais pas une grosse force de frappe. Donc, quoi qu'il soit, sa victoire, je l'ai noté, là, coup de renversé spectaculaire contre un combattant coréen aussi en octobre dernier. Donc, à faire attention, mais je pense que Wellmaker va être capable de rebondir. Et Ketlen Vieira contre Jacqueline Cavalcanti, ça c'est chez les poids coqs féminins. On en parle parce que Vieira est quand même 5e et Cavalcanti 11e. Donc, belle opportunité pour la Portugaise Cavalcanti. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Là, Jocelyn Edwards qui était 11e, qui a réussi à battre Norma Dumont qui était 3e. Et je me répète, j'ai l'impression que cette division-là est ouverte. Là. Derrière les deux plus grandes stars, Kayla Harrison et Amanda Nunes, on dirait que n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc, je serais vraiment pas surpris. Vieira, 34 ans, c'est pas une combattante spectaculaire. 9-5 à l'UFC, 2-3 à ses 5 derniers. Spécialiste des victoires. Des combats plates, en fait. Là, je veux dire, c'est toujours des décisions serrées. Et de l'autre côté, là. Je veux dire, j'ai pas l'air de vendre le combat, mais honnêtement, cette division-là, c'est peut-être celle qui m'excite le moins, là, à part les deux filles au top. Là. Puis Cavalcanti
qui a 6 décisions à ses 6 derniers combats, donc pas nécessairement la combattante la plus spectaculaire non plus. Non. C'est important pour les classements. C'est ce que j'allais dire. Par contre, les deux sont au courant qu'une victoire, puis, tu sais, il y a une façon de gagner à l'UFC. Tu gagnes par décision, ça fonctionne. Tu gagnes dans un combat serré, ça fonctionne. Mais tu gagnes de façon dominante et spectaculaire. Là. Même si t'es classé 149e, là, ils vont te trouver une place dans le top 20 dans le tournoi parce que c'est ça qu'ils recherchent l'UFC. C'est des combats spectaculaires, c'est des performances spectaculaires. Fait que il suffit d'un beau coup, d'une belle performance pour se mettre sur la map. 100%, exact. Est-ce que une des deux va trouver ça en elle cette fin de semaine? C'est à voir. Donc, je vous rappelle, 18h samedi sur TVA Sport 2. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. MVP MMA 1 en direct du Intuit Dome de Los Angeles ce samedi. En finale, Ronda Rousey contre Gina Carano. En demi-finale, Francis Ngannou contre Philip Lins. Nate Diaz contre Mike Perry sur la carte également. Jeanne Masson-Wang, la Québécoise, qui est déjà venue au podcast. Oui. Je l'ai demandé. Affronter la sœur de Alex Pereira. Alice Pereira ou Aline? Alice Pereira, exact. J'ai demandé à Jade, en fait à son agent, si elle était disponible. Mais non, elle a dit là, cette semaine, elle se concentre. Son combat, c'est dans 2 jours. Là, donc, on lui reparlera après sa victoire, peut-être. Ton niveau d'excitation pour samedi soir? Ben là, mon niveau d'excitation pour samedi soir, pour Jade, je suis très excité. C'est un combat qui est très important pour elle, sachant aussi que Jade Masson-Wang a une belle expérience au niveau des arts martiaux mixtes. Elle a fait plusieurs combats avec l'organisation TKO MMA ici qu'on avait dans le temps. Par la suite, elle a faire des combats de bare knuckle, on le sait, aux États-Unis. Elle a fait quelques combats de boxe aussi. Donc, clairement, du côté de Alice Pereira, je pense... C'est Aline Pereira. Pardon. Je viens de vérifier. C'est moi qui s'est trompé dans mes notes, je m'excuse. Aline Pereira, clairement, je pense pas que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Hein? Donc, on le sait, dans la famille Pereira, c'est plus des... Non, elle fait du karaté, du kickboxing également. Elle suit les traces de son frère. Exactement. C'est plus des combattants qui aiment se battre debout. Donc, je pense qu'elle a un adversaire de taille du côté de Jade Masson-Wang. Ça va être vraiment un beau choc de style un peu. Kickboxing contre boxe. C'est un combat qui est très intéressant. J'ai hâte de voir Ngannou contre Phil Haynes. Je trouve que c'est quand même un combat intéressant aussi. Par contre, Ronda Rousey, la finale, je suis pas sûr que je l'achète. Je suis pas sûr que... C'est gratuit, ça tombe bien. Non, mais je suis pas sûr que c'est un combat qui me donne envie tant que ça de regarder ça. Spécialement quand je vois les deux faire des pads ou que je vois les deux s'entraîner en ce moment. Cette semaine, je me dis pourquoi on fait ça? Pourquoi ils font? Tu sais, qu'est-ce que ça va donner? Clairement, les deux ont pas l'air au sommet de leur performance. Puis là, je vais peut-être me faire lancer des rushs en disant ça, mais j'ai l'impression vraiment que j'ai pas l'impression que cette finale-là devrait être la finale. Je pense qu'il y a 3-4 combats dans la carte qui pourraient prendre la place de cette finale-là. Ah ouais, hein? Personnellement. Plus relevé, la Ngannou, Philip Lins, c'est plus relevé. À mes yeux, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ngannou, je pense, pourrait potentiellement être considéré comme... pourrait encore être champion poids lourd à l'UFC, peut-être. Oui. À ce stade-ci de sa carrière. Je le disais, Saladin Parnasse contre Kenneth Cross. Parnasse, c'est un Français, c'est un phénomène français. Lui, j'ai hâte de le voir. C'est ça, t'as des très bons combattants. C'est plate que Mohamed Mokaev a eu des problèmes de visa. Il devrait affronter Adriano Moraes. Ce combat-là était le combat le plus relevé de la carte, selon moi. Les deux les plus talentueux, pardon. C'est Fumi Nkuta, qui est un Américain de 11-0 qui remplace à pied levé Mokaev. Il a une bonne fiche, mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire contre... Je suis assez d'accord. C'est le mélange nostalgie, star power, la renommée de Ronda Rousey, Gina Carano, quand même 2 pionnières et deux vedettes. Nate Diaz contre Mike Perry, c'est pas inintéressant, mais c'est 2 gars aussi. Perry est plus actif beaucoup que Nate Diaz. Oui, puis la dernière fois, je vais toujours me souvenir, là, la dernière fois qu'on a vu... OK, non, là, je me trompe. Je m'en allais dire Nate Diaz, c'était contre Robbie Lawler, puis on se souvient, mais c'était Nick Diaz qu'on a vu contre Robbie Lawler, et clairement, on voyait que Nick Diaz était pas dans son assiette. Non, exact. Par contre, les frères Diaz, on peut jamais les compter comme perdus, on le sait. Nate, c'était sur la carte sur laquelle tu étais. Son dernier combat officiel de Armand Swamick, c'était contre Tony Ferguson. Il a gagné au 4e round. Exactement. Donc, bon, ça fait quand même... 4 ans. 4 ans? Presque 4 ans, ouais. Qui s'est pas 3 battu. ans et demi, ouais. Tandis que de l'autre côté, on a Mike Perry.
Puis là où je me questionne, c'est que les deux ont un style complètement différent. Diaz, qui est un petit peu plus à reculons, a des longs bras, va lancer beaucoup de volume de coups. Mike Perry, qui va avancer, qui va lancer des bombes constamment. Donc, là où le combat pourrait être vraiment avantageux, c'est si ça se ramasse au sol. Si on tombe au sol, clairement, avantage à Nate Diaz. Là. Ben oui, exact. Bref, c'est sur Netflix cette fin de semaine. Moi, je vais regarder Rousey Carano. Tu vas regarder? Probablement. Moi aussi, probablement, honnêtement. Ben, je sais pas si je vais le regarder en direct ou je vais jeter un coup d'œil, tu sais. Moi, j'ai pas dit que je le regarderais pas. J'ai dit que c'était pas le combat qui m'impressionnait le plus de la carte. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'ils mettent ce combat-là parce que c'est deux grandes combattantes qui ont fait leur nom, qui ont un historique impressionnant. Puis c'est un, tu sais, c'est un test. J'ai hâte de voir moi, la suite aussi. Tu sais, le gala en tant que tel, c'est une chose. Mais est-ce que ça va fonctionner assez pour qu'MVP continue d'organiser des galas? Puis là, si on continue d'organiser des galas, est-ce qu'on pourra pas toujours se fier sur la nostalgie? Ça va prendre des combattants établis beaucoup, puis se bâtir une écurie et tout ça. Là, on parle, tu sais, il y a déjà eu des rumeurs ou des scénarios potentiels. Holly Holm est sous contrat avec MVP pour la boxe. Elle pourrait potentiellement revenir en arts martiaux mix si Ronda Rousey gagne. contre Holly Holmes. C'est ça. Parce qu'on s'entend que c'est un huge stunt, là. Le Rousey Carano, c'est un huge stunt, c'est juste du marketing. Oui, complètement. Oui, t'en as une qui ça fait 10 ans, l'autre ça fait quoi, 15 ans? Le but, c'est d'amener du monde à regarder. C'est ça, ouais, 100%. Je suis complètement d'accord avec ça, Phil. Puis ça fonctionne. Parce que c'est deux combattants qui look good, qui paraissent très bien. Deux grandes vedettes. Deux grandes vedettes. Là où ce que je me questionne, c'est que c'est deux combattantes qui ont été inactives pendant tellement longtemps, alors que tu as de l'autre côté des combattants qui sont actifs en ce moment, qui sont en pleine ascension. Fait que c'est plus là que je me questionne. Mais oui, c'est deux noms qui sont tellement grands dans l'histoire des arts martiaux mixtes féminins. Donc, c'est sûr que on peut pas leur enlever cette place-là. Là. Exactement. Donc, niveau de curiosité, oui. Le résultat, on va le voir samedi. Bref, c'est intriguant. Oui, c'est sûr. Et pour la suite, moi, qui s'intéresse à la business du sport, est-ce qu'il y aura un véritable compétiteur numéro 1 à l'UFC ou est-ce que ça va être juste une fois et puis on va décider d'aller ailleurs du côté d'MVP? Ça m'intéresse. Dufort contre Jeremy Henry. Michael Dufort, c'est le combattant québécois en finale. Va défendre sa ceinture samouraï le 29 mai au casino. Ça a été annoncé aujourd'hui. Jeremy Henry, surnommé Bad Combo, qui a une fiche de 9 et 8. Il a cependant perdu... c'est pas vrai. Il a perdu 3 de ses 4 derniers, en fait. Il a gagné son dernier, mais avant ça, c'était 3 défaites de suite en arts martiaux mixtes. Il s'est battu également en karaté, à Karate Combat. Il s'est également battu... à Dirty Boxing. Ouais, exact. Donc, c'est un gars qui roule sa bosse. Je peux pas analyser trop, je le connais pas énormément, mais selon ce que les gens de Samouraï nous disent, c'est que c'est un gars qui est très, très bien reconnu dans différentes organisations régionales. Il a affronté des gars qui sont à l'UFC. Tu sais, il a perdu, oui. Notamment une victoire contre... c'est crève-cœur de le dire, là. Notamment une victoire contre Alex Morgan. C'est vrai. Oui, c'est vrai. MMA. C'est vrai. Donc, c'est vrai. En 2024. On peut pas lui enlever qu'il est capable d'affronter de très talentueux combattants. Il a perdu contre... Tu sais, je regarde, là, il a gagné contre Kama Worthy, qui est aujourd'hui à l'UFC. Il a perdu contre Dakota Hope, qui est aujourd'hui à l'UFC. Donc, le gars est de calibre. Ouais. Et Michael, ça reste qu'il veut affronter des gars comme ça, des gars qui sont bien reconnus et qui ont un très bon niveau pour prouver qu'il a le niveau qu'il a ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. C'est ça l'objectif toujours. Tu sais, Michael Dufort qui s'entraîne tellement fort, qui veut sa place parmi l'UFC. Ça va faire 102 jours là, aujourd'hui, qui prend des vidéos à chaque jour pour demander l'UFC un contrat. Donc, peu importe qui Michael Dufort affronte, ce qu'on veut, c'est voir Michael Dufort sur la carte de Samouraï MMA, faire une belle performance puis augmenter ses chances de se rapprocher de l'organisation. Exactement. Donc, c'est la finale. Toi, rappelle-moi le nom de ton adversaire, le 29 mai? Donovan Patty. Moi, je vais être en demi-finale. Demi-finale. Ouais, puis je vais faire une soumission au premier round. Vous l'aurez entendu ici en premier. Honnêtement, c'est une belle carte. Les billets, c'est tout vendu. Le casino, ça se vend rapidement. Mais la bonne nouvelle, vous allez pouvoir regarder ça sur UFC Fight Pass également. Donc, c'est le 29 mai. Barrio contre Tavares, c'est officialisé. Oui. On en a parlé la semaine passée. On peut dire que c'est fait. On a hâte de vous annoncer le prochain combat de Charles Jourdain. On peut rien dire pour l'instant, mais c'est un... je le sais même pas. Merci, Ben. Tu ne sais pas?
C'est Je gentil, te ça. le dis pas non plus. Moi non plus, je le sais pas. Moi non plus, je le sais pas, dans le fond. Hey, en plus, je me suis fait dire ça il y a 3 jours. Moi, on allait annoncer le combat. Je sais. Puis là, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, tu me le dis. Puis finalement, je le sais pas encore. Je sais. Il y a eu confusion. Là. L'UFC n'a pas donné le go pour annoncer son adversaire. Il y a Louis aussi qui Louis en parle. Là. commence à dire ça s'en vient, des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Donc peut-être que la semaine prochaine, on va pouvoir vous annoncer des combats pour Imaginez les si deux on frères avait Jourdain. les 2 frères Jourdain sur la même carte. serait Comment ça incroyable. serait exceptionnel. Ça serait incroyable. Wow. Bref, peut-être que ce sera pour le prochain épisode. Soyez là la semaine prochaine. Yoann, merci. Merci à toi, mon Ben. Bonne nuit à la roulotte. Yes. Oui. On va aller se ressourcer. Il va faire froid quand même. Y a-tu du chauffage? J'ai du chauffage. Ok, je me c'est fais bon. un petit feu, mais non, ça se fait très bien. Merci Phil. On adore quand tu participes comme ça. On sait où je te texte samedi soir pour te demander ton avis sur Rousey Carano. Merci à tous. Merci à Cube Radio également. Merci à TVA Sport de nous permettre de faire ce podcast. Je m'appelle Ben Baudouin et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao! SOS Podcast!